RMC, Brigitte Lahaye, rien que pour vous, pendant 2 heures. C'est Lahaye, l'amour et vous. Eh bien, durant cette 2e heure, nous allons commencer à parler de l'amour, du couple, et on va voir que finalement, c'est aussi une question de culture. Ce sera avec David Simard qui est avec nous. Et puis, en Love Conseil, je vous aiderai à décoder les raisons qui peuvent pousser votre partenaire à être infidèle. Vous verrez, il y en a plusieurs. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Et puis, bien sûr, on retrouvera Ariane pour notre fil d'Ariane. Et puis, si vous avez envie de tester votre quotient sexuel, n'hésitez pas à appeler nous tout de suite au 3216. David Simard, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, mais vous êtes également diplômé en psychosexologie, donc les questions de couple, vous connaissez bien, vous y avez travaillé. Et c'est intéressant ce mélange dans votre livre, on le sent bien d'ailleurs, ce mélange de sexologie et de philosophie. Et on voit bien à quel point vous vous servez de ces deux casquettes, si je puis dire, pour parler de l'amour. Et la première question que vous posez, et que donc je vous pose, quel sens cela a-t-il d'être en couple ? Oui, c'est une question que je pose parce que en fait c'est une question moderne. C'est pas une question qu'on se pose depuis toujours. Elle se pose à partir du moment où on choisit avec qui on va se mettre en couple, et à partir du moment où on fonde le couple sur l'amour, ce qui n'était pas le cas avant dans les mariages arrangés. C'est relativement récent, finalement, voilà, tout à fait. Ces deux choix. Et il y a d'ailleurs des pays encore aujourd'hui, on a entendu tout à l'heure parler de l'Arabie Saoudite, où les femmes, ou aussi bien les hommes d'ailleurs, ne choisissent pas avec qui ils vont se mettre en couple. Nous, on a cette chance-là. Et alors c'est souvent les psychanalystes d'ailleurs qui disent que quand les choix sont là, tout est plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué parce que du coup on porte la responsabilité des choix qu'on fait. Ben oui, évidemment. Alors vous parlez de quelque chose d'important qu'il faut peut-être expliquer, parce que si je le dis tel quel, tout le monde ne comprendra peut-être pas. Vous dites qu'il faut du tiers pour maintenir le désir dans le couple. Oui, tout à fait. Le couple, c'est... Parce que le tiers, tout de suite on entend la troisième personne et voilà. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Voilà, évidemment, le premier tiers auquel on pense, c'est l'amant ou la maîtresse. Donc dit comme ça, on pourrait dire il faut que tout le monde ait un amant ou une maîtresse pour que le désir s'entretienne. Bon, non, c'est pas ça. C'est un des moyens utilisés par certains pour entretenir le désir. Ça marche parfois, mais parfois ça provoque la rupture. Pas forcément d'ailleurs pour entretenir le désir dans le couple. Mais d'entretenir le désir déjà en soi. Mais le tiers, d'une manière plus générale, une relation de couple, c'est une relation à deux. Et une relation à deux, ça peut conduire à quelque chose. On ne fait plus qu'un. Il y a quelque chose qui peut tendre à une relation fusionnelle où on ne fait plus qu'un. Et quand on ne fait plus qu'un, il y a quelque chose de comblant, quelque chose, où il y a une totalité qui se constitue. Et le risque, c'est qu'on ne ressente plus de manque. C'est-à-dire, par exemple, quand on a l'impression de connaître l'autre par cœur, qu'il est acquis, etc. Et du coup, le désir, lui, dans cette configuration-là, va avoir du mal à s'alimenter. Le désir s'alimente du manque. Il s'alimente de ce qui nous échappe. De ce qui nous échappe, de se porter au-delà de ce qui est donné ici et maintenant. Donc, le tiers, il y en a qui vont le chercher à l'extérieur du couple, avec un amant, une maîtresse, et du coup, comme je le disais, c'est pas forcément pour entretenir le désir au sein du couple, mais pour eux ressentir du désir à l'extérieur. Et puis, il peut avoir d'autres formes. Ça peut être une activité, ça peut être le travail, ça peut être une passion, ça peut être des amis, voilà, quelque chose qui fait que dans la relation, on passe pas son temps confiné dans la relation à deux. Et en même temps, c'est tout simplement la capacité qu'a chaque partenaire à s'oxygéner, à s'alimenter à l'extérieur du couple, en fait. C'est ça qui va redonner du désir au couple. Oui, et en même temps, c'est pas si simple que ça, parce que l'être humain... Écoutez, je peux vous le confirmer, c'est pas si simple que ça. L'être humain, c'est un être complexe. Le problème, c'est que... c'est bon, la fusion. Oui, voilà, c'est ça. C'est que on y aspire quand même à cette fusion. Et en même temps, quand on l'obtient, si on l'obtient de manière durable,
c'est le désir qui va en pâtir. Donc finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il faut arriver à jongler entre des moments de fusion où le couple se ressource, se sent bien, et puis des moments où finalement chacun va être un petit peu à l'extérieur, avec du tiers entre guillemets bien sûr, oui. pour avoir envie de se retrouver et de refaire l'amour. Ça peut être un peu plus même compliqué que ça, c'est-à-dire que il peut y avoir. Vous êtes philosophe. Hein, voilà, donc. Donc c'est compliqué, c'est normal. C'est compliqué forcément. Donc, il peut y avoir, par exemple, dans la sexualité, on peut être à deux, mais avoir des positions fusionnelles et d'autres défusionnelles. C'est-à-dire que c'est aussi une alchimie, même à deux, mais qui sur le plan... Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret pour qu'on comprenne bien ? Alors fusionnel, le corps à corps avec la pénétration, on se prend dans les bras, etc. Là, ça, il y a quelque chose de très fusionnel qui peut se faire. Une levrette, c'est défusionnel, par exemple. Donc et là, il y a parce qu'on peut plus se regarder dans les yeux, quoi. On n'est pas collés l'un à l'autre. Après, on peut, voilà, il y a toujours moyen de se coller l'un à l'autre, mais en tout cas, il y a des positions où on n'est pas collés l'un à l'autre, où on va faire fonctionner la fantasmatique. C'est extrêmement important dans la sexualité et comme vecteur du désir d'être. Dans le fantasme, c'est ce qui nous porte c'est vrai que pour du une réel. Femme, quand on est pris en levrette, on peut s'imaginer qu'on est avec quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Par exemple, ou un tas d'autres choses, mais en tout cas, effectivement, il y a plus ce corps à corps, cette fusion des corps où on ne fait plus qu'un. Donc il y a des variations, même à deux, où on peut trouver quelque chose qui fait une distance. Alors, vous revenez aussi sur l'homosexualité et vous dites qu'au fond, le problème pour notre société, au stade où elle en est actuellement, c'est que le couple homosexuel remet en cause la norme et c'est pour ça que ça dérange. Oui, l'homosexualité, il y a tout un tas de choses, d'évolution depuis ces dernières dizaines d'années qui ont à la fois fait du couple fondé sur l'amour et de la structure conjugale, un modèle à suivre, la norme, et en même temps il y a tout un tas d'autres configurations qui viennent mettre en question ce modèle, dont l'homosexualité, puisque la norme, le modèle normatif, c'est le couple hétérosexuel. L'homosexualité, elle vient remettre en question ce modèle-là. Ils peuvent vouloir être en couple aussi, enfin les homosexuels, mais ça renverse, si vous voulez, cette norme qui serait comme inscrite dans la nature, parce que dans ce qu'il y a de normatif, on fait souvent référence au fait d'être inscrit dans la nature. C'est ce que j'entends souvent d'ailleurs, que c'est pas naturel un couple homosexuel. Mais un couple hétérosexuel non plus. C'est une construction culturelle. Absolument. Et c'est là où on voit à quel point finalement la société a besoin de beaucoup de temps pour que les repères se changent et s'inscrivent et que tout le monde les accepte en fait. Oui, l'histoire en fait c'est la succession des générations. Donc ce qui fait que les choses changent dans une société, c'est aussi qu'il y a d'autres générations qui arrivent, qui naissent. Alors elles naissent, on leur inculque ce qui est là comme norme, etc. Mais en même temps, elles évoluent, elles font évoluer la société. La société, qui reste figée, c'est une société qui meurt. Donc c'est pour ça aussi que ça prend du temps, parce qu'il faut que les générations se succèdent. Pour qu'une même génération change de système d'idées, c'est plus compliqué que d'avoir un système d'idées qui va évoluer avec la génération qui vient ensuite. Alors vous êtes relativement jeune, ce qui explique peut-être aussi ces idées qui sont comme ça, qui pourraient, pour certains en tout cas, qui pourraient paraître un petit peu provocatrices. Il y a une autre idée aussi qui est peut-être provocatrice, puisqu'on sait que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, c'est le best-seller mondial, et vous dites non, les sexes ne sont pas si différents que ça, et c'est plutôt la culture qui les diffère que la nature. Oui, le présupposé, on va dire, de la littérature Mars et Vénus et tous les ouvrages qui sont dans cette veine-là, parce qu'il y en a quand même eu quelques-uns. Enfin, il y en a plusieurs qui sortent sur ce thème-là. Et il y en aura encore. Et il y en aura d'autres. C'est un filon. L'idée. Mais qui ça est rassure véhiculée... aussi. Ces ouvrages-là rassurent beaucoup. Oui, ils rassurent, et il y a quelque chose de rassurant. Ce qui est au fondement de ce type d'ouvrage, c'est que les différences. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais c'est l'idée de dire que ces différences entre les hommes et les femmes sont inscrites dans la nature.
Et ça rassure, puisqu'en gros, ça nous déresponsabilise. Bien sûr. C'est pas de notre faute, quoi. Enfin, c'est pas dû à nous. Puis on n'a pas à se changer, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc finalement, si je suis comme ça, et c'est dans la nature. Donc j'y suis pour rien. Je et suis un gros macho, c'est normal. C'est normal, c'est dans la nature. C'est la nature qui m'a fait comme ça. Voilà. J'ai pas de raison de changer. Donc ce présupposé-là que les différences entre les hommes et les femmes seraient inscrites dans la nature, c'est ça que moi je remets en cause, puisque les différences entre les hommes et les femmes, il y en a qui sont dans la nature, c'est des différences anatomiques, ça voilà, bon. Mais après, la manière dont on construit les rôles des hommes et des femmes, ça c'est culturel, c'est pas du tout inscrit dans la nature. Et puis autre sujet que vous abordez, et là attention, parce que c'est quelque chose que je dis souvent, l'important c'est rester fidèle à soi-même. Et vous dites c'est la fidélité à soi-même, ça veut rien dire quand on parle du couple, quoi. Enfin, oui. je résume, mais je vous laisse. Oui, c'est surtout quand on oppose la fidélité à soi-même à la fidélité à autrui. C'est ça. Enfin, c'est là, moi, que je soulève le problème. Puisque si on entend si on justifie le fait d'être infidèle avec autrui, au gré de ses désirs, au gré de ses envies. Si on justifie ça par une fidélité à soi-même, c'est-à-dire j'ai mes envies, j'ai mes désirs et je les suis et j'y vais, se pose la question de ça veut dire quoi soi-même? Non, fidélité à soi-même, parce que soi-même ça pose une identité, donc une forme de permanence. Et si cette identité-là, finalement, elle n'arrête pas de voguer. J'ai un désir qui va dans ce sens, puis après un autre qui va dans ce sens, et ainsi de suite, et que je ne fais que suivre comme ça mes différents désirs. Quelle est l'identité? Quelle est mon identité? Quelle est ma permanence? C'est-à-dire dans quoi je ne m'engage dans rien. Enfin voilà, je peux voguer au gré de mes envies. Or, il y a quand même une réalité, c'est que l'identité, elle a besoin d'une certaine permanence, sinon on se perd. Et on ne sait plus qui on est, et ça peut poser des problèmes d'angoisse, voilà. Et puis on ne peut pas poser une fidélité à soi-même qui ignorerait le fait qu'on vit avec les autres. Je vous avais prévenu, il est philosophe, notre invité David Simard, auteur de ce livre L'amour à l'épreuve du couple aux éditions Larousse. Nous avons des auditeurs